Bon Eric, alors, comment vas-tu? Salut, ça va? Ben, merci. Bienvenue sur la chaîne. Ben ouais, je suis content que tu aies pensé à moi pour parler de ça. Eh ben écoute, en fait, en recherchant, en m'informant sur le boîtier qui correspondait potentiellement à mon besoin et à ce que je voulais faire, eh ben, je suis tombé assez rapidement sur ta vidéo en fait où tu expliques tous les méandres de ce qu'on a à savoir sur le fonctionnement du 503 CW justement. Donc, Ouais. et peut-être qu'on pourrait commencer tout simplement par déjà la philosophie de ce type de boîtier, comment il se compose, quels sont les différents éléments qui composent ce boîtier. Tu pourrais nous expliquer? Le concept de Hasselblad, moi ce qui me plaît, c'est ce qu'on appelle un concept modulaire, si tu veux. En fait, Hasselblad, c'est très compliqué et très simple en même temps. Technologiquement, c'est un truc super avancé, de la mécanique d'horlogerie pratiquement. Mais le concept, c'est t'as un cube, et là tu décides quel objectif tu vas mettre dessus, quel viseur tu vas mettre dessus, quel dos tu vas mettre dessus. C'est complètement modulable. Et en fait, c'est vraiment un jeu de mécano pour que le photographe ait une liberté absolue de comment il va utiliser son appareil photo. Depuis le plus simple, comme dans ton cas, tu as juste le viseur de poitrine, comme ça s'appelle, ou de ceinture. Ah ouais, t'as aussi un viseur comme ça, ok. Tu as le viseur de ceinture, après tu as le prisme, et après tu as un dos, que tu peux en avoir plusieurs. Et donc on peut partir depuis le truc le plus simple, jusqu'à un truc qu'on dirait un Frankenstein, quoi, tu vois, quand tout est monté dessus, tu vois. Mais ça dépend vraiment, ça a vraiment donné une certaine liberté. Il existe plusieurs types de viseurs aussi, plusieurs types de dos. Donc le concept, moi, je crois que c'est un concept que si c'était actuellement repris en numérique, ça pourrait faire des appareils photo vraiment fantastiques. C'est-à-dire que choisir le capteur en fonction de ce que tu veux faire, ça sera un truc incroyable. J'ai lu un commentaire sous ta vidéo qui disait quelque chose de très juste, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans des caméras comme les caméras RED, qui sont justement très modulables. C'est quelque chose qu'on peut retrouver à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans la photographie moderne, on trouve pas en fait ce type de possibilités. Donc en gros, là surtout, alors l'objectif interchangeable, c'est très classique, forcément, tout le monde connaît. Par contre, ce qui est révolutionnaire dans ce type, révolutionnaire, c'est peut-être pas le terme, mais ce qui est intéressant à noter ici sur ce type de boîtier, c'est effectivement le dos et surtout aussi le viseur. Donc tu peux nous en dire un petit peu plus là, si on détache, enfin je vais le faire de mon côté, hein. Okay. Si je détache déjà mon dos. Donc, eh bien, hop. Déjà, il existe. Alors, le dos, il est facile à enlever. L'avantage du dos. Alors, toi, le tien, il est. Tu sais pourquoi le mien, il est doré et le tien, il est argenté? Ah non. Parce que moi, j'ai le modèle Millennium qu'ils ont sorti l'année 2000. Donc, ils ont sorti une série spéciale. Voilà. Mais par contre, cet appareil, le 503, ils ont arrêté la fabrication en 2013. C'est-à-dire que ça fait moins de 10 ans qu'il n'est plus fabriqué cet appareil photo. Ouais. Donc en argentique, c'est des plus récents qui existent encore. Tu vois. Et je crois que le mien, tu vois, il est de 2007 ou 2008, je ne me rappelle plus. Tu vois, j'ai les lettres SR à l'arrière. Oui. Et il me semble que c'est comme ça qu'on identifie. Oui, effectivement, si tu vas sur le site web Hasselblad History ou un truc comme ça, je ne sais plus. T'as le système des codes, aussi bien pour les objectifs que pour les boîtiers, suivant la lettre qu'ils utilisent. Alors, c'est les initiales de Victor Hasselblad, et suivant, chaque lettre correspond à une année, et à un numéro, et après, ça te donne l'année, quoi. Donc, tu peux rechercher facilement. Alors, le principe du boîtier, du dos, c'est assez simple. Il y a plusieurs types de dos. Alors, ça, c'est un dos A12. Automatique, ça s'appelle. Il y a les plus vieux qui n'étaient pas automatiques, donc la manière de charger est un peu différente. Mais dans le dos, tu mets ta pellicule, et ça, c'est une pellicule 120. Alors, petite parenthèse, beaucoup de gens disent 120 mm, c'est pas 120 mm, mais 120, c'est un format en fait. Parce que le 135, par exemple, ce format 135, c'est le 24-36. Le 120, c'est pas des millimètres, mais c'est le nom il y a eu du 110, il y a eu 120, 127 et tout. Donc, je fais une petite parenthèse, ok. Alors, l'avantage, c'est que, c'est une 12 poses, puisque c'est un format 6.6 en fait, qu'en fait, c'est pas 6.6, c'est 56 mm par 56 mm. Et les pellicules 120 sont encore fabriqués. Par contre, il existe aussi un modèle 220, c'est le 1.24 qui permet de faire 24 poses, mais les pellicules 220 ne sont plus fabriquées. Okay, il existe aussi un boîtier A16 qui te permet de faire du 6,45, donc de 6 cm par 45 mm, enfin 56 mm par 45. Okay. Après, il y a un
A32 qui te permet de faire le double de pause, 16 pauses dans un cas et 32 dans l'autre, qui va te permettre en 6,45 faire 32 pauses. Après, il y a des dos Polaroid. Il y a aussi un super dos qui prend des bobines très longues jusqu'à 70 pauses, je crois, un truc comme ça. Enfin, il y a pas mal de trucs. Tu as aussi forcément les dos numériques qui sont arrivés. Les dos numériques, alors ça c'est un autre budget, mais c'est un truc qui marche. C'est un gros délire ça. Ouais, enfin, là les prix sont bien descendus puisque Hasselblad a sorti le 907 CX, CW oui. Par contre. Ouais, 907 moins cher que les précédents. Bah oui, ce qui fait que l'occasion a beaucoup baissé, quoi. Oui, puis c'est un dos numérique qui coûte 6 000 €. Son prédécesseur coûtait 11 000. Donc, ceux qui ont acheté le précédent, il faut un peu la gueule, quoi, parce que ça fait des prix. Alors, revenons à ça. Alors, l'avantage de ça, c'est que si tu en as un ou deux, par exemple, moi j'en ai deux, c'est que dans un, par exemple, tu charges une pellicule couleur, et dans l'autre une noir et blanc, ou deux types de noir et blanc, ou deux types de couleurs, tu vois, j'en ai deux, tu vois. Alors, l'autre, tu vois, j'ai la plaque qui est grise, ok. Et l'avantage, c'est que t'as pas besoin de terminer ta pellicule pour changer le boîtier. Parce qu'en fait, pour changer ton dos, donc quand tu mets le dos, après quand tu retires cette petite plaque, la pellicule devient visible et tu peux l'exposer, tu vois. Donc ça veut dire que quand la plaque est mise, tu peux sans problème retirer le chargeur, le dos, et en mettre un autre. Donc ça veut dire qu'au niveau du photographe, ça donne encore plus de liberté. Tu peux faire par exemple, je fais un reportage et je fais la moitié en couleur, moitié en noir et blanc. Eh bien, tu fais ta photo, tu changes le boîtier, tu mets le dos, tu mets le dos noir et blanc, après tu remets le couleur. C'est-à-dire que t'as pas besoin de terminer ta pellicule. Donc c'est vraiment un truc. C'est un bel avantage, ça. Ouais. Ah ben c'est un super avantage. Ou par exemple, tu fais un reportage en intérieur, en extérieur, et puis t'en as un qui est à 100 ASA ou à 100 ISO, et puis l'autre qui est à 3200, parce que ça existe. Tu mets une pellicule 3200, en intérieur tu vas utiliser l'un ou l'autre. Et c'est pour ça que moi je préfère le moyen format. J'ai aussi un Leica M4P, et moi j'aime pas trop le 24-36, pas pour la taille, mais pour le fait que pour moi la pellicule elle est beaucoup trop longue, tu vois. Ça met trop de temps à faire une pellicule, tu vois. Tandis que là tu veux faire... intéressant. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on peut penser que 12 pauses c'est pas beaucoup, mais au final ça peut être un vrai avantage, quoi. Moi ça me semble une bonne dose. 24 ça serait bien, tu vois, mais il n'y a plus de films de 120, tu vois. Mais 36 pour moi, sauf si tu es en vacances ou en reportage rue, 36 c'est ok, tu vois. Mais quand tu fais de la photo par exemple de portrait, si tu t'appliques bien, si tu penses bien ton portrait, eh bien je pense que je préfère 12 pauses que 36, ou alors 2 fois 12 pauses. Tu mets les deux chargeurs, tu fais une série sur une pellicule et l'autre sur un autre type de pellicule, par exemple, mais tu restes pas, t'as pas autant de déchets, si tu veux, à mon avis. Parce qu'évidemment, le coût, ça revient à peu près à la même chose. Une pellicule 12 pauses à développer, ça va te coûter la même chose que 36 pauses. Tu vois. Mais je pense qu'au niveau rythme de travailler, manière de penser, je pense que c'est beaucoup plus efficace 12 pauses que 36, quoi. Je voulais te demander maintenant, comment on l'ouvre ? Comment je sais si ma pellicule est terminée ? Comment je sais ce qui me reste comme photo ? Comment je l'ouvre ? Déjà, tu l'ouvres là. Alors, tu tournes la petite manivelle qui est là, tu vois. Okay, sur le côté. Alors, il y a un petit indicateur rouge sur le côté ici. Qu'est-ce qu'il veut dire, cet indicateur rouge ? Qu'il n'y a pas de pellicule ? Il n'y a pas de pellicule, effectivement. Okay. D'accord. Et ça devient vert quand il y en a une, c'est ça ? Noir. Noir quand il y en a une. Je crois que c'est noir. Maintenant, tu me poses la question, je crois que c'est noir, ok. Je tourne ça, et là, je peux donc sortir. Comment on appelle ça ? Le tiroir je sais pas. Le tiroir, le chargeur, je sais pas. Le chargeur, le tiroir. Alors, tu vas remarquer ici, tu vois, là, tu as un petit numéro. Ici, alors dans mon cas, c'est marqué 390. Alors, le mien est tombé le sticker du tiroir, mais je l'ai trouvé à l'intérieur. Toi, il y a marqué 97. Et à l'intérieur ici, tu dois regarder que ici, à l'intérieur, alors je te montre. Ouais, je le vois, il est là, ouais. Que tu as le même numéro, 390 dans les deux cas. Alors, 0,97 chez moi, c'est bon. Voilà, c'est nickel. Pourquoi ? Parce que ça, en fait, c'est ajusté à la main chez Hasselblad. Ça veut dire que si tu n'as pas le même numéro, quelquefois, la fermeture n'est pas parfaite. Tu vois ? Donc, quand quelqu'un achète un dos d'occasion, comme ça, l'idéal, c'est que ce qu'ils appellent matching number, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le même numéro sur le petit numéro de série en bas sous la plaque que à l'intérieur.
Donc, c'est un truc à savoir. Si c'est pas les mêmes numéros, ça veut pas dire que ça va pas marcher. Hein. Mais si tu vas négocier le prix, c'est un bon argument de dire que c'est pas le même numéro. Okay. Après, c'est important que tu aies une petite bobine de vide qui vienne avec. Ok. Si elle vient pas avec, il faudra que tu en trouves une. Parce qu'en fait, c'est là que tu vas mettre ta pellicule. Elle va se décharger elle va se charger, enfin, elle va remplir celle-là. Donc, tu conserves toujours une petite, un spool, une bobine. Parce que c'est là que ta pellicule va se charger. Okay. Donc c'est ce que j'ai là, c'est ça. C'est ce qui est fixé ici, là. Exact. Ok. Alors. D'accord. Ah oui, c'est là, tu peux la retirer, d'accord. Ok. T'appuies, tu la retires. Ok. L'avantage du 603, c'est qu'il y a un truc d'information sur le côté qui te sert pour la synchro flash, tout ça. Mais là, si tu veux, comme pense-bête, tu indiques les ISO que tu as. Si tu as une pellicule de 100 ASA, tu mets 100. Si tu étais 400, ce qu'on retrouve 400. Sur beaucoup de boîtiers argentiques. Voilà. Semi-automatiques notamment. Exactement. Donc moi, je suis à 125 si je dis pas de bêtises. Ah non, TX 400. C'est 400, t'es en 400. 400 TX. Oui, d'accord. 120, c'était juste le format en fait. Je suis bête. Voilà. Donc 400. Donc c'était ce qu'il y avait par défaut. Enfin, donc comme ça, tu l'as comme pense-bête. Ok. Bon, l'avantage de Hasselblad, c'est que ça a plein de petites sécurités. C'est-à-dire que là, si tu essaies de faire une photo, tu essaies d'appuyer sur ton déclencheur, tu peux rien faire. Il n'y a pas de photo. Donc le déclencheur qui est ici, voilà, je l'indique, il est là. Il est bloqué, tu vois. Ok. Là, tu peux pas faire de photo. Pour que tu puisses faire une photo, il faut que tu enlèves cette plaque. Alors là, tu peux l'enlever, la plaque, il va rien se passer puisque ton chargeur est monté. Par contre, si tu appuies sur le truc, ça fera une photo. Donc ne le fais pas, ok. Et on peut ranger à l'arrière et replier. Hop, c'est parfait. Exactement. Alors ça aussi, c'est parce que tu as les derniers modèles où tu peux ranger ta petite plaque derrière. Mais là, donc, si tu enlèves cette plaque, tu pourrais faire une photo. Ok. D'accord. Okay. Et ça, c'est un système mécanique, c'est ça qui est dingue, c'est que tout ça, c'est totalement mécanique. Il n'y a pas de capteur électronique qui vient détecter la présence d'une plaque. Exactement. Alors, je me souviens plus, je vais pas essayer parce que sinon je pourrais voiler la pellicule. Je crois que quand la plaque est enlevée, tu ne peux pas non plus enlever le chargeur. Mais je suis plus sûr, donc n'essaye pas, mais je crois que c'est comme ça. Je crois que j'avais essayé et effectivement, tu ne peux pas enlever le chargeur. Si la plaque on va pas le faire maintenant. Voilà, ok. Mais par contre, là, quand tu vois que quand la plaque est montée, quand la petite plaque est mise, alors faut bien t'assurer que la plaque est bien poussée. Il y en a quelques fois qui ont des plaques qui sont abîmées, elles vont pas jusqu'au bout, t'as une fuite de lumière, ok. Mais une fois que la plaque est mise, tu peux parfaitement enlever le chargeur, mettre ton autre chargeur, par exemple, t'as une autre pellicule, tu mets ton autre chargeur, et voilà, tu fais ton autre photo, et puis après, tu veux revenir sur ta pellicule couleur, ou celle que j'ai mis, qui est noir et blanc, eh bien, je remets, voilà, et je peux faire mes photos, tu vois. Ok, voilà. Ok, donc sans problème, et tu vois que Alors, un truc que je conseille, de toute façon, même s'il y a une sécurité de tous les niveaux, évitez de charger un film au soleil, trucs comme ça. Parce qu'il peut quand même rentrer, on ne sait jamais si les mousses étaient un petit peu abîmées. Évitez de manipuler ça en plein soleil au niveau de... Par exemple, là, tu vois, tu as enlevé le truc. Ne pas le laisser comme ça, tête en l'air en plein soleil, tu vois. Parce que tu sais jamais, quoi. Ok, mais normalement, il n'y a pas de problème, enfin, au cas où. Changer les petites mousses à l'intérieur, c'est pas compliqué non plus. Voilà. Donc là, eh bien, là, ton appareil photo, il est prêt. Donc... le seul truc, c'est qu'il faudra... donc, il est chargé. Tout à fait. Ok. Enlève le dos et essaie de déclencher, là. Ok, bon, alors, rebobine. Voilà, okay. Ça c'est important. Que quand tu vas mettre le chargeur, ton boîtier soit armé. D'accord. Parce que sinon, tu vas vouloir faire la première photo, l'obturateur ne sera pas armé, il ne va pas faire la photo. Tu vas armer, donc tu vas perdre la première photo de ton boîtier. Parce qu'il va en... Ok, donc là, comme ça, c'est bon, tu es prêt. Donc tu peux remonter, voilà. Alors, donc là, tu es prêt à faire ta première photo. Alors, ça dépend si tu as un viseur de poitrine ou pas. Alors, viseur de poitrine ou de ceinture, comme on dit, waist level viewfinder. Là, tu vas voir que quand tu regardes, la photo, elle est inversée gauche-droite. Donc, tu vois, c'est inversé gauche-droite. Par contre, quand tu as ton prisme, c'est pas inversé.
Alors, il y en a pour qui c'est très difficile de travailler en inversé, hein, et d'autres à qui ça ne pose pas de problème en principe, ça la dérange pas trop que ça soit inversé. Donc, c'est à toi de voir ce qui est le plus facile pour toi. Voilà. L'avantage de travailler avec le viseur de ceinture, c'est que ça prend pas trop de place, tu vois, ça fait pas un truc plus énorme. Léger aussi, hein, parce que mine de rien, c'est des pièces lourdes au final, hein, même le boîtier, on est sur 1,4 kg, 1,5 kg, je crois, de base. Ben là, si tu as le moteur et tout, là, ça, c'est là, il y a au moins pour 2 kg et quelques, tu vois. C'est aussi ce qui m'a décidé pour le 503 au lieu du 553, tu vois. C'est que le 553, on a le moteur qui est fixe dessus, qui est vraiment prévu pour du studio, on va dire. Oui, et puis aussi, après, les batteries n'existent plus, donc il faut que tu fasses des adaptateurs avec un 9 volts et trucs comme ça, c'est un peu le bazar, quoi. Mais moi, je préfère aussi le 503. Il y a aussi celui qui ne peut pas se permettre un 503, parce qu'ils sont quand même, ils sont de plus en plus chers quand même. Il y a le 501 CM qui est pas mal aussi. Okay. Alors, l'avantage du modèle 503 et le 501 CM, c'est que le dépoli de visée, alors je vais sortir ça. Voilà, je vais sortir Oui, pour enlever le viseur, il faut absolument enlever le dos, on est d'accord. Hein. Voilà. Alors voilà, exact. Alors le dépoli là, c'est un dépoli qui est super lumineux. D'accord. Donc quand tu vas faire la visite, c'est le Accumate. Exactement, tu vas bien voir. Et il y a quand même une différence importante entre un Accumate comme ça et le normal, parce que en basse lumière, souvent tu vois que dalle, quoi. Tandis que là, avec ça, tu vois beaucoup mieux. Donc ça aussi, c'est un autre avantage d'acheter cette version d'appareil où à partir du 501 CM, ils ont l'Accumate D qui est très lumineux, d'accord ? Je crois que je peux le sortir hein, si je fais attention. Oui, ouais, alors. Et tu as juste à tirer les petites loques sur les côtés, hein, tu as deux crochets, tu vois. Et après, tu mets tête en bas dans ta main et il va tomber tout seul, le viseur. Tout à fait. Voilà. Okay. Donc là, j'ai mon boîtier vide avec le miroir. Fais attention pas de trace de toucher. Voilà, je touche pas avec. Okay. Et quand tu le remets, tu vas voir que les petits crochets, tu n'as pas besoin de les refermer. Ils se refermeront tout seuls quand tu vas remettre ton viseur. Tu le places. Ok. Voilà. Et maintenant, tu reglisses ton viseur. Ah, ok, d'accord. Et tout seul, les petits crochets vont se. Oh là là, c'est magnifique. En fait, tu te rends compte que c'est plus proche de l'horlogerie que de la photographie, en fait. Ça, c'est la folie. C'est tout à fait ça, c'est incroyable. Ah non, c'est du délire. Donc là, les crochets sont nouveaux en place, effectivement. Exact, tu vois. Donc là, tu peux replacer ou ton viseur ou ton prisme, comme tu veux, tu vois. Et j'ai vu que dans mon viseur poitrine, j'ai une petite... comment t'appelles ça, une petite loupe, un petit... Ah voilà, exact. Parce que le gros problème du moyen format, c'est que la profondeur de champ est très courte. Donc, dans situation où c'était vraiment l'objectif très ouvert, le diaphragme très ouvert, il va falloir que tu fasses une mise au point de précision. Donc, souvent, la loupe est indispensable, tu vois. Alors, quand tu as un viseur de prisme, c'est bon parce que là, tu as un grossissement, si tu veux. Mais sinon, ça vaut le coup, voilà. Et donc, ça va te permettre de vraiment bien voir. Alors, quand tu es prêt, eh bien, il faut que tu fasses la mise au point. Alors, la mise au point, c'est ça sur l'anneau de base qui est là, tu vois. Ok. Évidemment, il va falloir que tu fasses mettre la vitesse et le diaphragme qui t'intéresse. La diaph, ouais. Alors, tout est sur l'objectif parce que ça, ce sont des objectifs qu'on appelle obturateur central. C'est-à-dire que l'obturateur n'est pas dans le boîtier, mais dans l'objectif. Voilà. Ça veut dire que quand tu vas décider de la vitesse, c'est sur l'objectif aussi, parce que tout le système d'obturation est dans l'objectif. Donc, ce que les gens comprennent, c'est quand tout à l'heure on a fait un test de déclenchement, ce que les gens ont entendu, c'est le bruit du miroir qui se soulève et du rideau arrière qui s'ouvre aussi. Des portes arrière. Des portes qui s'ouvrent pour juste exposer, mais c'est pas du tout l'obturateur. Voilà, les portes, c'est simplement pour laisser passer la photo, disons, la lumière. Voilà, c'est ça. Mais ce sont des portes. D'ailleurs, c'est très important. Quand tu vas faire, je vais te montrer un truc. Alors, je vais le faire là pour que tu vois. Quand tu fais une photo par exemple, à une vitesse basse, 1 seconde, tu vois, les portes, elles sont ouvertes là, ok ? Je lâche. Je vais faire pareil de mon côté, donc je me mets sur 1 seconde ici. Donc c'est la vitesse la plus lente, 1 seconde avant bulbe, c'est ça. Hein. Voilà, exact. Alors appuie. Donc là, je déclenche à 1 seconde.
Donc qu'est-ce qui vient de se passer C'était un peu Il rapide, vient de se passer... Ben oui, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, si tu lâches le doigt avant, tes portes, elles vont se refermer. Donc l'obturateur est sur 1 seconde, mais tes portes, elles sont fermées avant. Donc c'est pour ça, c'est bien important. Quand tu appuies, regarde, j'appuie là, tu vois, de ne pas relâcher ton doigt tant que la photo, tu n'entends pas le clic qu'il a fini. Ah, donc, ok, il faut vraiment laisser appuyer, quoi. Voilà, tu peux lâcher. Là, tu peux lâcher. Ok, d'accord. Ok. C'est une bonne raison de louper des photos, ça. Exact, parce que tu dis, mais c'est bizarre, j'ai mis 1 seconde et c'est sous-exposé. Bah ouais, parce que tu as lâché le doigt avant. D'accord, très bien. Alors, quand tu es sur un 125e de seconde, un 500e de seconde, il n'y a pas de problème parce que l'appareil est Mais plus le principe reste le même, donc il faut théoriquement donc, être prudent. Donc, Voilà, faut être prudent parce que petit à petit, si tu as l'habitude de faire clac-clac, un jour tu vas descendre ta vitesse et tu seras sous-exposé parce qu'en fait les portes arrière sont fermées avant. D'ailleurs, tu l'entends là. Ouais, on a l'impression que c'est un petit moteur, mais il n'y a rien d'électronique encore une fois dedans. C'est un ressort en fait. C'est des ressorts en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça c'est un truc important parce que beaucoup de gens ont loupé des photos à cause de ça. Voilà. Donc à partir d'un quart de seconde, il faut faire quand même gaffe, quoi. Tu vois, regarde là, si je lâche tout de suite, tu vois, il n'était pas fini en fait. Hein. Donc là, tu vois, donc un quart de seconde, truc comme ça. Alors, faut s'habituer à pas lâcher le doigt tout de suite, tu vois. Ça c'est important. Alors il y a 2 manières de travailler. Un, c'est que tu vas de manière... Alors, ça dépend du type d'objectif que tu as. Les objectifs CF, comme celui-là, bon, ça, c'est un CFE, mais il y a CF, CFE, CFI, ils marchent pareil, et les anciens C sont un peu différents. Alors, là, tu as séparément ta vitesse de ton diaphragme. Okay. Mais tu peux les coupler. C'est-à-dire que si, par exemple, tu veux que... tu es, par exemple, à 1/125e F8, ou par exemple, je fais ma règle du F16 là pour travailler, par exemple. Par exemple. Hop, 1/125e, F16 à ISO 100, en pleine journée, je suis bien exposé. Ok. Voilà. Et tu dis, ah ouais, mais je veux pas être F16, je veux être F11. Exactement. Plutôt que d'avoir à bouger en même temps, séparément, la vitesse et le diaphragme, tu peux les coupler. Alors, je sais plus comment c'était là, parce que moi je les couple jamais. Tu restes appuyé sur ce petit bouton, je crois, là, sur le dessus. Là. Lequel c'était là, je crois. Voilà, tu les... Et là, tu vois, ils se bougent ensemble. Quand tu appuies dessus, tu tournes et ça bouge, le couple, ça bouge ensemble. Donc là, j'appuie, ça bouge ensemble, je relâche, ça bouge séparément. Voilà. Alors, sur les anciens objectifs, la version C, je crois qu'ils bougent ensemble, sauf si tu les sépares. Tandis que là, ils travaillent séparément, sauf si tu les mets ensemble. Voilà, tu vois. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir des demi-diaph et non pas des tiers de diaph. Non, il n'y a pas de tiers. Il y a un cran entre F8 et F11 par exemple, mais du coup c'est quoi ce cran? Eh bien c'est un demi-diaphragme. C'est un demi, donc c'est ni un F9 ni un F10 quoi. C'est c'est entre 5, 6 et 8, c'est 7.2 je crois. Hein. Et entre 8, 7.1, entre 8 et 9 et 11 je crois que c'est 9 ou 10, je sais plus. Hein. Enfin, tu regardes sur ton appareil numérique si tu as oublié, mais c'est des demi-diaphragmes. Et les vitesses, par contre, elles sont entières, les vitesses. D'accord. T'as pas d'écart de vitesse, ok? Il n'y a pas d'écart de vitesse, ouais, super. Voilà. Ni d'écart, ni des tiers, ni des demi, quoi. C'est des entiers, tu vois. Alors, l'important, c'est que tu fasses une mesure correcte de lumière. Alors moi pour ça j'utilise un photomètre. Alors tu peux le faire au pif si tu veux, ça dépend de chacun. Alors je sais pas où je l'ai mis. Alors moi j'ai ici une cellule, un posemètre, voilà. C'est un Sekonic L328. Donc ça c'est une partie importante du matériel argentique, c'est d'avoir une cellule si ton appareil surtout parce que voilà, là le boîtier n'a pas de cellule et n'a pas de mesure de lumière. Voilà, donc là tu vois, je peux regarder, je te vise, tu vois, et je peux te dire là, combien tu as de diaphragme, d'exposition, je peux dire si tu es bien exposé, tu vois. Voilà, donc ça c'est quand même un truc important que beaucoup de gens oublient. Il existe des viseurs prisme comme ça qui ont un système de mesure. Sincèrement, ils coûtent énormément cher et je trouve pas ça spécialement précis, tu vois. Donc, parce que là, sur l'objectif, en fait, on a nos mesures d'exposition ici, là, sur une bague. Ouais. Donc, de base, on va mettre son ouverture, par exemple, alignée sur le trait blanc principal de l'objectif. Exact. Et si on veut sous-ex,
on va aligner, par exemple, si je veux ouvrir à 5.6 mais sous-exposer un petit peu, je vais l'aligner peut-être sur le 4 qui est à gauche. C'est ça l'idée ou c'est pas ça l'idée? Bah non, en fait, c'est en fonction de ta mesure. Si par exemple, ta mesure te dit qu'il faut que tu sois à 1/125e, par exemple, F4. Et si j'ai pas de quoi mesurer, si je veux le faire, si je le fais au talent. au pif. Eh bien, oui, ben, ça serait comme ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que tu mets sur le 4, simplement, au lieu d'être à 5.6, tu te mets un demi-diaphragme entre 5.6 et F8, et puis là, tu seras un demi-diaphragme sous-exposé. Ou tu peux jouer avec ta vitesse, selon. Quoi, voilà. Et ce qu'on a à côté ici, c'est pour synchroniser le flash, c'est ça, hein? Alors là, tu as une prise, effectivement, pour brancher un flash, pour pouvoir synchroniser. Ok. Après, il y a un autre truc qui est important. Ici, tu as ce bouton, là. Tu vois, ok, ça c'est pour la profondeur de champ. C'est-à-dire que quand tu vas regarder, en fait, quand tu regardes là, je suis à l'ouverture maximum. Même si tu es à F8, ce que tu vois dans ton viseur, c'est l'ouverture maximum. Maintenant, si tu bouges cette petite, je ne sais pas si tu le vois là, sur le côté de ton ouais, tout à fait. Ok, ben, tu vas voir quand tu le bouges, ça devient. Mets-toi à F11 par exemple, pour que tu te rends compte encore plus, tu vois. Voilà, tu bouges ça et ça devient complètement sombre. Tu te rends compte que ça devient plus sombre? Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste que tu simules la vraie profondeur de champ que tu auras dans ta photo, c'est ça? Exactement. En fait, parce que quand tu fais une photo, même en numérique, c'est pareil, hein, ton objectif se met toujours au diaphragme le plus ouvert possible pour voir le mieux possible pour faire la mise au point. Même les autofocus ont besoin de ça. Mais par contre, ce que tu vois, c'est pas la profondeur de champ réelle. Donc, si tu veux voir réellement comment va être ta profondeur de champ, sauf si tu es déjà maximum ouvert, diaphragme maximum ouvert, parce que dans ce cas-là, ben, c'est ce que tu vois, c'est ce qu'il y a, tu vois, eh bien, tu peux contrôler que ta profondeur de champ est bien. Alors, en moyen format, c'est très important, ça, parce que la profondeur de champ étant assez courte, ça te permet de vérifier que les parties qui sont dans le flou sont celles que tu veux. Alors, parce que ça se trouve, tu vois que c'est tout flou, hein, et puis derrière, et puis en fait, c'est beaucoup plus net que ce que tu imagines. Donc, vérifier la profondeur de champ, c'est un plus, tu vois. Alors ici, tu peux mesurer en mesure EV, hein, tu vois, l'échelle orange. Alors, je sais pas de quelle couleur tu l'as, toi, orange. Ah oui, d'accord, oui. C'est pour ceux qui, au lieu de travailler diaphragme et vitesse, ils veulent la mesure EV. Donc, quand tu fais une mesure avec ta cellule, si tu le fais, ça peut te donner une valeur EV. Donc, si là, tu mettais directement le numéro, eh ben, ça serait bon, quoi. Ça va te faire directement la mesure correcte. Tu vois, ok, très bien. Ok. Après, et donc, sur la bague de mise au point, on a en mètres et en pouces. Et ouais, tu voulais dire quoi? La profondeur de champ, effectivement, qui t'apparaissent, qui te dit... Là, tu vois, par exemple, je suis ici, ça te donne en mètres et en pouces, et en pouces, non, en pieds. En pieds, ok. Ouais, un pied 30 cm, ok. Et un pouce 2,5 cm. Donc en pieds, et là, ça va te permettre de voir la profondeur de champ aussi. T'as une échelle. Ah d'accord, donc c'est la profondeur de champ, ça, là, avec... exact. D'accord, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, où je pensais que c'était des valeurs d'exposition, mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est la profondeur de champ ici, ouais. Ah, ok, j'avais pas compris. Ok. Ben là, si par exemple, tu te mets... tu es sur F4, tu vois, par exemple, à F4, là, ça va t'indiquer quelle est la distance à partir d'où ça va être correctement exposé. Donc, tu vois, à droite, sur l'échelle, ça marque jusqu'à l'infini, tu vois. Ah oui, d'accord, là, il y a... Tu vois. Attends. Mais ça, c'est pareil que sur les objectifs Leica, et plein d'autres objectifs qui mettent cette échelle. Alors, en numérique, on la voit plus trop souvent, cette échelle, sur certains objectifs, mais ça, c'est rare. Donc là, tu peux faire tes photos. Alors, avant de faire les photos à chaque fois, alors maintenant tu as compris le principe, hein, la mise au point et tout ça. L'exposition, où tu vas au pifomètre avec la méthode Sony 16, ok. Et alors Sony 16, je ne sais pas si c'était une vidéo qui l'explique, hein, la technique, simplement en plein soleil, à ISO 100 et 125e de seconde. 125e de seconde. Ça donne F16. Dans ton cas, comme tu as mis une pellicule 400 ASA, n'oublie pas que tu multiplies par deux fois, ok. Donc, tu as 4 fois plus de lumière qui rentre que sur un 100 ASA. Okay. Exactement, ouais. Okay. Donc, je ferme tout, je ferme un diaph et j'augmente une vitesse, par exemple. Par exemple, ouais, ou deux diaph, ou deux vitesses, ou un et un, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, important, quand tu finis ta pellicule, faut surtout pas sortir le tiroir, parce qu'elle n'est pas bombinée, ta pellicule, elle n'est pas finie. Tout à fait. Donc, quand tu vas arriver sur 12, quand il aura fait ta 12e photo, il ne va plus vouloir faire d'autres photos. Donc, tu vas pouvoir retirer le chargeur avec sa plaque qui est mise et tu vas
finir de bobiner avec la manivelle et tu vas entendre le papier, tu vois, qui va faire. Il ne va plus vouloir faire de photos, c'est ça que tu me dis? Ouais, il ne voudra plus faire de photos, voilà. Ouais. D'ailleurs, tu sais que j'ai fait une photo avant avec le... Je viens de niquer une photo. Enfin, peut-être qu'elle est... Peut-être qu'elle est bonne, ok. Donc, quand... elle sera peut-être floue, elle sera peut-être artistique, on ne sait pas. Tout à fait, tout à fait. Alors, quand tu finis ta pellicule, n'oublie pas de bobiner ta pellicule. Et après, ne perds pas ce petit papier qui venait avec. Parce que ce papier, normalement, où tu utilises celui-là, où il y en a un qui est à l'arrivée de ton film, qui est dans le film, tu le trouveras quand il arrivera, tu lèches et tu colles pour bien fermer. Ah, ok, d'accord. Donc, tu auras un petit papier similaire, tu verras quand il sera complètement embobiné, pour bien fermer, et donc tu le lèches, et comme un timbre-poste. Ok, à l'ancienne, ok, super. Voilà, pour ceux qui savent ce que c'est encore un timbre-poste, tu le colles. Et alors, important, quelquefois, cette colle, elle colle pas bien. Ton film, il se desserre sur sa bobine et ça se trouve, il prend de la lumière. Donc moi, je te conseille d'avoir des petits élastiques et tu mets un élastique autour de ton film qui est fini, tu vois. Pour t'être sûr. Moi, je peux les ranger dans cette boîte aussi, tu sais. Aussi, ouais. Mais on a la même boîte, hein. On a la même boîte, d'ailleurs. C'est pas mal, ça. Ouais. Au lieu de mettre les neufs, je peux aussi mettre les utilisés, quoi. Voilà. Mais de toute façon, je te conseille de mettre un petit élastique au cas où ça se desserrerait. Okay. Ça arrive très rarement, mais le jour où ça arrive, c'est forcément les photos que tu voulais, tu vois. Ça, c'est la loi de Murphy. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter? Eh bien, important. Ces appareils photo sont sensibles au mouvement. Tu as l'option de relever le miroir. Alors, c'est sur le côté. Hein. Oui, d'accord, ici, je crois, là. Voilà. Peut-être. Donc, si tu enlèves le chargeur, si tu veux, tu vas t'en rendre compte. Pour pas faire une photo par accident. Donc là, voilà. Donc là, je peux soulever le miroir, c'est ça? Voilà. Alors, attends. Voilà. Et est-ce qu'il va te laisser soulever le miroir? Bah alors, il faut que tu rearmes d'abord. Hein. Ok. Là, j'arme. Alors, je vais essayer de faire la même chose. Ok. Ah oui, c'est bon. Ok, donc il se soulève. Okay. Ah, et je peux surveiller l'intérieur, voir un peu l'état des mousses. Par contre, quand tu soulèves le miroir, tu vas te rendre compte que tu vois plus rien dans ton viseur. Donc, au cas où quelqu'un soulève le miroir avant d'avoir fait la mise au point, il ne peut plus faire la mise au point. Donc, il faut que tu enlèves ton chargeur, que tu fasses la photo dans le vide pour pouvoir refaire. Parce que sinon, tu vas faire une photo, tu n'as pas pu faire la mise au point. Donc, relever le miroir, c'est le dernier truc que tu dois faire, quoi. Alors, tu es sur un trépied, par exemple. Alors, le miroir, je conseille de le relever dès que tu descends en dessous de 1/60e de seconde, il faudrait relever le miroir déjà, tu vois. D'accord. Donc, tu fais ta mise au point, tu relèves le miroir et tu fais ta photo. Exact. Ton cadrage et tout. Donc, normalement, à 1/60e de seconde, vaut mieux avoir un trépied ou avoir l'appareil posé quelque part. Hein. Parce que donc tout ça, c'est pour éviter donc le mouvement les vibrations du miroir qui soulève, qui est quand même assez gros sur un boîtier comme ça. Exact. Tu vois. Donc ça c'est assez important de faire attention à ça. Après, quelles erreurs habituelles? Des erreurs, on en fait toujours. Alors il y a un truc, si par exemple tu veux faire de la double exposition, il y a des gens qui veulent faire de la double exposition. Tu fais ta photo. Tu enlèves le chargeur, tu réarmes, tu remets le chargeur, tu enlèves ta plaque, il va faire la photo. Donc tu peux faire une double exposition. Alors moi j'ai jamais aimé ça, mais il y a des gens qui adorent la double exposition, donc voilà, c'est. Il y en a des très belles, il y en a des très moches. Ouais, moi j'ai jamais aimé. Bon, enfin bon, c'est une question de goût. Hein, c'est une question de goût. Enfin, parce que j'ai peut-être jamais eu l'idée pour faire une exposition, une double exposition qui aurait de la gueule. Quoi. C'est peut-être ça aussi, quoi. Mais voilà. Merci Eric en tout cas. Et puis bien sûr, je donne rendez-vous aux gens sur ta chaîne. Hein, tu parles forcément photo. Et tu parles aussi de lumière, d'appareils photo, de plein de choses intéressantes, de techniques, d'artistique aussi. Alors j'ai découvert ta chaîne il y a très très peu de temps, donc j'ai pas encore vu tout ce que tu faisais. De philosophie, quelquefois un petit peu qui m'ont fait quelques ennemis. Philosophie dans la photographie où je donne mon avis sur les manières de penser de certains et tout ça. Donc je te remercie Eric et je donne donc rendez-vous aux gens sur ta chaîne YouTube pour suivre toutes ces questions philosophiques mais pas que. Et encore merci et à bientôt. Merci à toi et à bientôt.